Bonjour, bienvenue dans Un talent, une histoire. Cotonou nous accueille aujourd'hui au Chilen Grill et je vais à la rencontre de Gounou, agro-industriel, qui va nous raconter son histoire, son parcours et aussi les moments forts de sa carrière. Gounou, bonjour. Bonjour Vanessa. Merci pour l'honneur que tu me fais de te joindre à moi pour cette conversation. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Je suis Moutawakilou Gounou à l'état civil. Je suis agroéconomiste de formation, économiste également de formation. Je suis très passionné de tout ce qui est question d'ordre économique ou des besoins sociaux pour essayer de mieux de voir comment est-ce que je peux apporter des solutions. Par nature, je suis une personne introvertie qui essaie de moins parler d'elle-même. Et donc, c'est plutôt comment est-ce que je me présente moi-même. Avant d'aller en profondeur dans justement l'histoire qui est la tienne, parce que j'ai eu le privilège de goûter à tes produits. Tu es dans tout ce qui est chocolaterie, pâte à tartiner. Et c'est d'ailleurs le packaging et le goût sont excellents, original aussi pour certains. J'aimerais savoir le parcours derrière. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Quelle est ton histoire? Disons, mon histoire, c'est certainement l'histoire d'un jeune garçon adolescent qui rêve de conquérir un peu le monde et qui a été façonné par, disons, des expériences comme tout être humain, qui a essayé de surmonter. Mon histoire par rapport à ma vie personnelle, il y a énormément de choses qui ont participé à façonner ma personnalité ou mes convictions. Mais en première année d'université, je pense que c'est quelque chose qui est resté dans mon esprit. J'ai repris la première année d'université. J'ai perdu ma bourse parce qu'à l'époque, quand tu es boursier d'État, tu reprends l'année, tu perds ta bourse et tu perds une scolarité normale. Dans cette même année, ma maman s'est séparée avec mon père, et donc elle a perdu ses sources de revenus. En ce moment, j'avais décidé déjà, disons, j'étais à deux doigts, presque même d'abandonner les études. Et donc je rentre dans ma ville natale. Je rencontre alors des aînés qui ont fait le même choix que moi. Des personnes qui ont donc décidé d'abandonner les études parce que c'était difficile financièrement. Cette histoire alors a marqué mon existence de sorte à ce que je m'étais dit, bon, ces personnes sont l'exemple parfait de ce à quoi je ne veux pas ressembler. De toute évidence, je peux prendre toute forme de décision, mais pas celle d'abandonner. D'accord. Pourquoi tu voulais pas leur ressembler? C'était quoi qui t'avait marqué? Le fait qu'ils soient oisifs, que tu n'aies pas l'impression qu'ils aient un avenir professionnel derrière? Premièrement, le fait qu'ils soient, disons, oisifs, c'est tellement, mais surtout le fait que je les voyais non pas comme étant des acteurs, je dirais, de la société. Oui, mais je les voyais comme étant des personnes qui subissaient la vie plutôt que de faire des choix de vivre. D'accord. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, qui m'a permis de comprendre qu'en fait, ce n'était pas la vie que tu voulais. Oui, au final, on subit la vie ou on choisit la vie qu'on souhaite. Et donc à partir de cet instant, j'ai alors décidé de trouver le moyen de finir les études. Ce que ça m'a appris, c'est que premièrement, comme je le disais tout à l'heure, on peut décider entre subir ou agir. Mais aussi, on doit savoir clairement, bien sûr, ce qu'on veut, mais surtout ce qu'on ne veut pas. Parce qu'à des moments troubles, savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas nous permet d'avoir une ligne qui n'est pas très loin de la vie qu'on souhaite avoir. D'accord. Et comment tu as fait pour justement retourner à tes études du fait que tu aies perdu ta bourse, que tu n'avais peut-être plus les mêmes moyens financiers pour pouvoir justement avancer? Quelles ont été tes ressources? Comment tu t'y es pris? Dans la région où j'ai étudié. Qui est laquelle? J'ai étudié à l'école universitaire de Djougou, sous tutelle de l'université de Parakou. Et étudier et travailler, c'est pas quelque chose enfin, on n'a pas beaucoup de grandes entreprises qui puissent nous offrir des solutions, des part-time jobs. J'ai dû trouver le moyen
d'avoir une source de revenus hors de ce que mes parents pouvaient m'apporter, puisque mes parents ne pouvaient plus, enfin, ma maman en particulier. Comment tu as fait ça et qu'est-ce que tu faisais justement? Alors, à l'époque, j'avais décidé de faire du commerce de matières premières. Oui, c'est-à-dire acheter des matières premières comme acajou, justement, oui. Graines de coton, enfin, participer à ce commerce qui existait et qui était dans mon domaine de compétences que j'étudiais. Et ensuite, donc ça m'a permis premièrement de comprendre énormément le marché des matières premières et le gâchis qui s'organisait autour de cette matière première. Donc, un peu comme Steve Jobs l'avait dit, il y a des connexions dans la vie. Et je pense, avec mon expérience, qu'effectivement, quand on sait trouver les liens qui existent entre les choses de la vie, les choses qui nous arrivent, au final, on parviendra à construire réellement quelque chose d'extraordinaire avec les connexions et les expériences aussi banales qui puissent paraître de la vie. Super. Et donc, tu fais une licence, tu me dis, en agroéconomie ici. Ensuite, tu pars en Asie, continuer au Japon. C'est très... Alors, comment ça se passe justement cette transition? Tu quittes ton Bénin natal pour aller au Japon qui est très, très, très loin de ta culture. Comment ça se passe? Je suis pas allé là-bas par une bourse. Je suis allé là-bas parce que avant de finir ma licence, justement, le fait que j'ai appris à surmonter les choses et à me battre d'une certaine façon, ce que ça a apporté, c'est que très tôt, avant même que je ne finisse ma licence professionnelle, alors j'ai eu déjà à être CEO alors d'une SA. D'accord. Ça c'est plutôt rare. Une SA qui faisait quoi exactement? 250 millions de capital. Comment tu as fait ça? En étudiant, je ne voyais pas ma perception des études, c'était pas comme étudier, avoir un diplôme. J'étudiais pour avoir des compétences, pour acquérir des connaissances, pour améliorer mes capacités. D'avoir ce mindset m'a permis en tout cas de prendre des risques déjà, d'être audacieux, de montrer ce dont je suis capable. Et donc en association avec une personne qui vivait au Japon, donc il a vu le potentiel que tu avais. Voilà en moi, et donc j'étais DGA de cette société. C'est mes premières expériences professionnelles. J'étais presque adolescent. J'avais même pas encore une idée de ce que c'est que gérer 2 personnes. Là, je devais gérer une vingtaine de collaborateurs. Je me sentais pas très capable de gérer autant de personnes, de pression et ensuite de responsabilité surtout. Donc, j'ai décidé de démissionner. À ça, il y avait une entreprise japonaise qui m'a offert la possibilité d'étudier au Japon et ensuite de travailler directement au Japon. Et voilà comment je me suis retrouvé là-bas. D'accord. Et tu faisais quoi au Japon exactement? Je devais étudier, intégrer le département économique de l'université de Kobe, trading international. D'accord. Commerce international, voilà. Et ensuite, aider à analyser, en fait, ce que je devais faire spécifiquement d'un point de vue professionnel, c'était d'analyser l'économie africaine, en tout cas ouest africaine surtout, et ensuite d'assister les clients de l'entreprise, c'était des chefs d'entreprise japonais qui voulaient exporter leurs produits. Donc moi, je devais analyser un peu les risques. Voilà, je devais analyser la situation économique, la situation sociale, les besoins, les demandes, pour être capable d'assister et de conseiller donc ces chefs d'entreprise qui voulaient exporter leurs solutions, leurs produits en Afrique. Alors Gono, tu arrives au Japon, tu travailles pour cette entreprise qui te permet de faire du trading. Ma question est, tu quittes le Bénin, tu vas au Japon, c'est 2 cultures totalement opposées. Quel a été justement ton premier choc culturel au Japon? Je pense que le premier choc culturel au Japon, c'est le niveau auquel les gars ont positionné le travail. Et j'avais une expression que j'utilisais avec mes amis, c'est que les Japonais vivent pour travailler et les Africains travaillent pour vivre. C'est vrai. Ça, c'est le premier choc. Mais ils ont un niveau de travail mais hallucinant. Donc ça, c'est le premier choc. Une des choses qui m'a le plus marqué, bon, justement, j'ai une tendance à plus m'intéresser en général quand je vais dans un milieu au système d'entreprise. Une des choses qui m'a surpris au Japon, c'est la durée de vie des entreprises. Là-bas, les entreprises existent depuis des années 1700, oui, c'est vrai. 1600. Vous avez des entreprises qui ont des siècles d'existence.
Et justement, avant de quitter le Bénin, c'est quelque chose qui m'interpellait beaucoup. Pourquoi alors, chez nous, les entreprises, en tout cas, ce que je constate, les meilleures entreprises les fortes entreprises vont à la fin de la durée de vie du promoteur. Et donc, justement, ça, c'est quelque chose qui m'avait très tôt marqué. Et tu as compris pourquoi les entreprises japonaises perduraient dans le temps? Oui, en tout cas, j'ai passé le plus important de mon temps à essayer d'analyser, de comprendre ce genre de choses. Et c'est justement ce qui m'a surtout motivé à entreprendre aussi. Et justement, quel est le secret de cette longévité extraordinaire? Je pense que dans leur culture de base, au Japon, enfin en Asie de façon générale, ils n'ont pas le culte de la personnalité. Qu'au final, en fait, c'est le groupe qui évolue, pas un individu. Par exemple, si on va dans le milieu occidental, on se rend compte qu'en général, l'entrepreneur ou le chef d'entreprise est très, très populaire. Oui. Et parfois même plus que l'entreprise. En Asie, c'est extrêmement rare. Et d'ailleurs, Jack Ma de Alibaba est l'un des rares entrepreneurs qu'on peut voir populaires. Et aujourd'hui, si je dis c'est qui le PDG de Huawei, je suis très peu de personnes le connaissent, en effet. Pareil pour Toyota, pareil pour Yamaha. Donc, très peu de personnes le connaissent. Et donc, oui, ils ont une culture d'entreprise basée sur le groupe plutôt que sur l'individu. Mais pourtant, pour avoir travaillé chez Toyota, il y a quand même l'histoire familiale de Toyota qui est racontée aux tout nouveaux recrutés. C'est normal, mais ils se focalisent pas forcément sur l'histoire de la famille, mais plutôt sur les valeurs de l'entreprise. Je me souviens à l'époque, quand je suis arrivée chez Toyota France, on nous avait donné des espèces de poupées russes pour nous montrer justement comment on pouvait toujours continuer à s'améliorer. C'est effectivement très vrai ce que tu dis. Après cette expérience au Japon, tu reviens dans ton Bénin natal. Qu'est-ce qui te motive justement à revenir? Je pense que ce que j'ai pu vivre en tout cas là-bas, c'est que le système est déjà construit, surconstruit même. Quel que soit le niveau de performance, l'utilité que j'ai dans ce système qui est déjà surconstruit est extrêmement faible. Et aussi, mon intime conviction, c'est qu'il fallait que je sois utile à ma communauté. Et quand je parle de communauté, je parle bien sûr du Bénin, de l'Afrique, parce que j'estime qu'on a énormément de problèmes basiques à résoudre. Peu importe ce que je peux réaliser ailleurs, ça ne peut pas avoir d'impact sur la qualité de vie des gens ici. Et donc il fallait que je trouve le moyen de revenir et ensuite d'abord d'apprendre là-bas et ensuite de revenir d'appliquer ça ici. Et donc qu'est-ce que tu es venu faire au Bénin? En revenant, je voulais créer une industrie agro-industrielle. Comment? Justement, puisque de ma formation de base, je devais aller dans les villages ruraux pour m'imprégner un peu. Enfin, ça c'est des stages obligatoires. J'ai compris un peu les problèmes majeurs de ce monde. Et j'ai justement compris qu'en fait, en Afrique de l'Ouest, bon, peut-être au-delà, en Afrique globalement, si on veut réellement construire un développement, il fallait trouver le moyen d'intégrer dans le tissu économique justement la production ou la productivité de ces zones rurales. Et donc, l'agro-industrie, l'un des secteurs qui permet d'intégrer les zones rurales dans l'économie tout en satisfaisant des besoins des zones urbaines. Et donc ça a toujours été l'un des secteurs qui répondait à mes profondes convictions, à ma vision en tant qu'entrepreneur. Voilà, exactement. Comment on arrive justement à bâtir, donc depuis 3 ans, tu es dans ce domaine-là et tu as monté ta propre entreprise dans l'industrie de la transformation justement des matières premières, à savoir le cacao et l'acajou, pour ne citer que cela. D'où te vient l'idée? Comment tu commences? Comment tu arrives justement à ce que tu es aujourd'hui? Quel a été ton parcours, tes étapes? Une des choses que je pense, en tout cas, c'est que on a une certaine naïveté en Afrique de façon globale, une certaine bonne foi, mais qui n'est pas une bonne foi naïve, si je peux. Je sais pas si c'est des mots qu'on peut utiliser ensemble. Il y a un hasard dans la vie. En tout cas, moi, personnellement, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Et donc, pour revenir à la question, c'est que ça a été un plan. Et je ne pouvais pas, à cette époque où je mettais en place un plan, déterminer réellement la portée des résultats que j'allais avoir aujourd'hui, ni aujourd'hui la portée des résultats que l'entreprise va continuer par avoir. Mais ce dont j'étais sûr et certain, c'est que j'allais y arriver. Mais quand je rentrais, j'avais pas de capital. Mais avant de rentrer, je suis pas rentré, j'ai décidé de créer une autre entreprise avec un ami japonais qui allait me
dans le commerce, justement, là où j'avais énormément d'expérience et beaucoup d'expertise et de compétences, décidé de mettre en place une entreprise d'import-export. Donc, on allait importer des produits du Japon qui sont utiles ici. Ce qui est bien avec cette forme d'entreprise, c'est que ça ne demande pas de capital, ça ne demande pas d'investissement ni d'immobilisation. Le commerce, c'est quand même l'un des domaines les plus faciles à intégrer. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. C'est-à-dire, il suffit juste de décider d'avoir un fonds de roulement. Pas besoin d'investissement ni d'immobilisation, donc on peut lancer cette forme d'activité. J'ai commencé cette entreprise avec mon ami japonais. Justement, lui, il avait une entreprise déjà qui avait énormément d'expérience au Japon sur les pneus de voiture. Donc c'est comme ça on commence une entreprise de pneumatiques usagées. Donc ça m'a permis au final d'avoir du capital. Pour pouvoir démarrer ce qui me tenait réellement à cœur. Parce que l'agro-industrie, moi je fais pas partie de ceux-là qui disent que c'est facile et que c'est extrêmement romantique, non. Mais il y en a même qui croient que ce n'est pas possible de faire de l'argent avec ça. Bon, je pense, dans l'histoire contemporaine, toutes les formes de société qui existent dans le monde, que ce soit la Chine, le Japon, la France, les États-Unis, enfin, tous les pays développés ont été façonnés par des industriels, surtout des agro-industriels, que ce soit même l'éducation scolaire, des curricula qui se basent sur le besoin de cette industrie. Et même justement aujourd'hui, la troisième révolution industrielle, le numérique, le digital, au final, ça a puisé ses bases dans des besoins de ce genre d'industrie. Et donc, tu reviens au Bénin, tu montes cette entreprise dans l'industrie. Quelles sont les difficultés que tu as eu à rencontrer? La première difficulté, c'est les ressources humaines. La deuxième difficulté, comment changer le paradigme de l'environnement. C'est-à-dire que l'environnement béninois comprend le commerce, c'est-à-dire l'achat-vente. Pas seulement peut-être béninois. L'environnement comprend énormément les formes d'activité de négoce. Parfois même les gens vont acheter quelque chose, ils ramènent, ils changent l'emballage et ils vendent. L'essentiel des acteurs, et même y compris les banques, les banques, les acteurs clés de l'écosystème ne comprennent pas. Et jusqu'à présent, il y a encore énormément de travail à faire. Ne comprennent pas ce que c'est que le fait de prendre une matière première qui a X valeur et d'ajouter peut-être M valeur pour en faire. C'est pas les mêmes démarches, c'est pas les mêmes formes d'entreprise, c'est pas les mêmes formes d'analyse ni les mêmes prises de décision. Donc ça, c'est extrêmement compliqué. Donc ça, c'est très compliqué de se faire comprendre. C'est très compliqué de demander à des acteurs qui ont une certaine habitude et pratique de changer ce genre de paradigme. Comment tu t'en es justement sorti? Qu'est-ce que tu as dû faire pour régler ton problème de ressources humaines, de compréhension du paradigme de l'économie? Quels sont les outils que tu as utilisés, les clés? Au niveau de la ressource humaine, aujourd'hui, j'avoue que j'ai une formidable équipe. Et ça, je pense que tous ceux qui nous connaissent et qui nous regardent savent que c'est une réalité. Ce qu'il a fallu mettre en place une stratégie sur le long terme, axée sur le fait d'intégrer au final dans tout le parcours que si on veut innover, si on veut avoir une ressource humaine qualitative, c'est qu'il faut au final accepter des échecs, qu'il faut même intégrer ces échecs dans les prévisions et les plans. Et donc, former énormément, être patient surtout, sur le fait que on ne peut pas former et ensuite les collaborateurs puissent intégrer en 1 semaine, 2 semaines les nouvelles compétences ou les nouvelles connaissances. Et par rapport à l'environnement, j'essaye de montrer un peu ce qui se fait ailleurs qui permet d'avoir des entreprises compétitives, des entreprises performantes. Je ne suis pas sûr que mon seul discours puisse permettre de changer grand-chose, mais tout au moins, ce que j'essaye de faire, c'est de créer un écosystème et de travailler avec des personnes capables de comprendre ce genre de paradigme et ce genre de mindset. Tu nous as parlé un peu de ton expérience, de ce que tu as dû traverser depuis que tu es de retour et depuis 3 ans que tu es dans cette industrie-là. Qu'est-ce que tu conseillerais justement aux gens qui nous regardent, qui souhaitent faire comme toi? Quels sont les pièges à éviter, les éléments clés qu'ils doivent connaître avant de se lancer? C'est une question qui me paraît extrêmement pertinente, dans le sens où, d'après ce que j'ai observé,
Je pense qu'en général, les gens, enfin, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a une absence de plan d'anticipation sur ce qui pourrait éventuellement être des facteurs qui peuvent nous mettre out. Des gens s'engagent dans l'entrepreneuriat, démarrent une entreprise et ensuite ne travaillent pas sur les fondamentaux qui renforcent la durabilité de l'entreprise, la crédibilité de l'entreprise. Et ce genre de travail, ça prend du temps, énormément de temps. C'est quoi les fondamentaux? Les fondamentaux, c'est surtout, par exemple, la capacité de la jeune entreprise, enfin de la start-up, à garder l'équilibre de la trésorerie. Parce que la trésorerie, c'est vraiment quelque chose qui manque chez nous, en Afrique, pas seulement au Bénin, je pense, de façon générale. Et surtout, un jeune entrepreneur ne peut pas avoir du capital, sauf s'il est héritier. Donc, à partir de ce moment, lorsqu'on quitte de moins de moyens, pour pouvoir tenir, il faut avoir un plan. C'est-à-dire un plan qui permet de comprendre les besoins de cash, les besoins en termes de compétences, les besoins techniques ou technologiques, et ensuite de travailler à maîtriser ces fondamentaux soi-même avant de commencer par engager d'autres personnes. Et ce que je constate personnellement, c'est qu'il y a des gens qui vont un peu trop vite. Je caricature peut-être, mais quand vous prenez un bébé, un nouveau-né, l'appareil digestif du nouveau-né n'a pas les mêmes capacités à, par exemple, digérer des aliments solides. Donc, il faut lui donner peut-être du lait maternel qui est plutôt digestif pour lui. Et ensuite, plus il grandit, plus son alimentation évolue, se diversifie, change et devient plus dure. Et donc, c'est pareil pour une start-up, une jeune entreprise. Une jeune entreprise ne peut pas digérer certaines choses. Donc, il faut une forme d'anticipation, de prévision, de plan qui permettent d'arriver à des niveaux A, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et à chaque niveau, à plus d'exigences, et ainsi de suite. Donc, je pense réellement qu'il y a ce manque de contrôle des événements qui arrivent. Et encore une fois, je reviens à ce que j'avais dit plus tôt. J'ai l'impression que beaucoup de personnes subissent les événements au lieu d'en être acteur. Voilà, exactement. Et tu penses que le mental est important dans cette phase? Le mental, c'est déjà la base pour un entrepreneur. Comme je le disais la dernière fois à des gens, un entrepreneur qui a besoin d'être motivé ne doit pas entreprendre. Je partage cet avis. Aujourd'hui, où est-ce que tu en es dans ton entreprise et surtout, quel est ton plan dans les 5 prochaines années à venir? J'ai peut-être une fâcheuse tendance à parler de nous plutôt que de moi. Donc, où est-ce qu'on en est en ce moment? Disons qu'on a traversé des étapes sur l'amélioration qualitative de nos produits. Bien sûr, c'est pas quelque chose qui est figé. On remet toujours en cause les acquis. Et ensuite, on avance, on améliore les standards. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a pu atteindre un niveau de recherche et de développement qui nous permettent de renforcer notre présence sur le plan national. La distribution de nos produits sur le plan national. Et ensuite, de commencer par regarder vers d'autres pays. On a beaucoup progressé que ce soit sur la forme juridique, que ce soit de l'entreprise, que ce soit sur les investissements, que ce soit les résultats. Et donc aujourd'hui, on est à un niveau qui nous consolide sur nos choix stratégiques qu'on a eu à faire, qui nous permet donc de rehausser un peu les perspectives, d'aller vers l'expansion maintenant. Donc dans les 5 prochaines années, tu vas t'étendre dans la sous-région, si je comprends bien, ou pourquoi pas dans toute l'Afrique et dans d'autres pays du monde, c'est ça? Oui, effectivement, l'ambition, ce qui est actuellement sur la table, c'est effectivement une expansion d'autres pays de la sous-région d'abord. Bien sûr, on a des demandes en dehors de l'Afrique. Comme je l'ai dit, il faut pas sauter des étapes, des stratégies ou bien des plans qu'on peut supporter et digérer. Il y en a par contre qu'il faut peut-être faire attention. Et donc aujourd'hui, de façon structurée, on a une stratégie qui tient compte et des ressources et des ambitions, de la croissance des compétences de l'ensemble de l'équipe. Pourrais-tu nous parler justement de tes mentors ou même des livres qui t'ont marqué? Alors, je vais certainement parler des livres. Étant une personne peut-être timide ou introvertie, j'aime beaucoup les chiffres, j'aime beaucoup lire. Je vais plutôt parler de 3 livres. J'ai lu la biographie de Pierre Abélard, un religieux du 2e siècle de notre ère, un des rares religieux à remettre en cause tous les fondements de la religion catholique. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a été formé par l'école catholique, qui est censé devenir religieux, mais qui commence par aller à contresens de tout ce qu'on l'a enseigné. Absolument tout. Une des choses qui m'a le plus marqué dans la lecture de ce livre, c'est la leçon que je retiens, c'est qu'il disait de rester digne et de toujours défendre ses convictions.
même contre ses proches, même contre toutes les recommandations de la société. Sans à l'encontre de ce en quoi vous croyez. Je pense que de toute évidence, c'est quelque chose qui m'a énormément impacté. Cette leçon principale de base qui est le fait d'aller contre ce que les gens pensent, de n'accepter les choses non que lorsque la raison et la logique voudraient qu'on l'accepte, non pas parce que une tierce personne, quand bien même ce soit la famille, quand bien même ce soit les personnes les plus influentes qui nous montrent que c'est la chose à suivre. Ensuite, j'ai lu un livre qui s'appelle Industrial Strategies. C'est un livre d'un ensemble de professeurs et de stratèges anglais de la Grande-Bretagne. Enfin, et qu'est-ce que ça t'a appris? Je l'ai lu à un moment. Ça m'a permis de corriger certaines naïvetés et de comprendre les raisons fondamentales qui font que, en Afrique, on n'est pas encore en train de sortir la tête de l'eau. M'a permis de comprendre les connexions ou les liens de base que les grandes puissances établissent, comment créer une synergie, par exemple éducation universitaire, entreprise, performance économique, recherche et développement, et pour au final avoir une économie performante. C'est un livre qu'il fallait avoir pour le grand public. Cela décrit la stratégie globale de ce pays sur la nouvelle ère on est, qui est l'ère numérique. Donc ça montre comment est-ce que, à partir de l'éducation universitaire, à partir des professeurs d'université qui existent, comment est-ce que les entreprises peuvent capter de la connaissance. Comment est-ce que ces entreprises peuvent transformer cette connaissance pour capter de la valeur. Et au final, être capable d'être incontournable dans le concert du monde. Parce qu'aujourd'hui, c'est une guerre économique. Et comment est-ce que, malgré qu'il y ait la Chine, les États-Unis, ainsi de suite, comment est-ce que ce pays peut toujours tirer son épingle du jeu. Et le troisième livre? Le dernier livre, L'Alchimiste. Paulo Coelho. Ça, c'est un livre qui demande beaucoup de réflexion. C'est vrai. Enfin, et qui nous amène dans les imaginations les plus profondes, personnellement, que tout entrepreneur doit lire ce livre. Même si c'est sous une forme de métaphorie. Oui, c'est exactement le cas, justement. Même si c'est sous cette forme que le vécu a été transmis, exposé, je pense que ça permet réellement de comprendre les méandres de la vie d'entrepreneur et de la vie tout court, en fait. Je partage vraiment cet avis et nous arrivons au terme de notre échange. Je vais t'inviter à regarder la caméra juste en face de toi, à raconter le message aux générations suivantes. Aux générations suivantes, je pense que une des choses fondamentales que j'aimerais que nous comprenions tous, c'est que nos États et nos collectivités ont énormément de limites, que ce soit les pratiques ou les habitudes que peut-être certaines cultures, certaines éducations nous ont transmises. Il y a énormément de choses que nous devrions nous en débarrasser et ensuite comprendre que les limites de nos États et de notre collectivité peuvent être complétées ou compensées par de jeunes personnes engagées réellement pour apporter des solutions, des technologies et produire de cette façon du progrès social. Merci vraiment pour le temps que tu m'as accordé, pour cet échange qui a été riche. Et quant à moi, je vais inviter nos téléspectateurs à nous retrouver lors du prochain épisode et leur dire à très bientôt.